Des impacts de la langue tamazir ou berbère en Algérie, en Afrique du Nord et au pays du Sahel. Mon camarade de cours, Chérif Saïd, en première année économie ici à l'Université de Montréal, va nous faire une présentation normative dans une démarche strictement universitaire sur le travail qu'il a fait en parallèle à son curriculum en quotidien qui, je dois vous l'avouer, est très chargé. Ce travail se veut modeste et même très modeste, sans aucune prétention d'érudition. Maintenant, une petite présentation de notre ami Chérif. Il est informaticien diplômé du Centre d'études et de recherche en informatique d'Alger en Algérie. En plus de son métier, il a exercé comme contributeur de presse, journaliste, consultant en TI pour Interface Média, une compagnie dans le conseil et l'information économique et financière. Établi au Canada depuis 2010, il a acquis quelques cours en coopération internationale, développement durable et droits humains à l'Université de Montréal. Il a assuré un très court mandat comme auxiliaire de recherche dans une équipe de HEC Montréal pour le compte de l'Organisation internationale du travail sur les perspectives économiques d'une compagnie mondiale spécialisée dans les télécoms. Fait que juste une petite mise au point pour la structure de la présentation. Il va y avoir 1 heure de présentation soutenue. Après, il va y avoir une demi-heure de questions. Puis un point qui est très important, c'est que nous prions d'éviter toute question de nature politique en relation avec les situations qui prévalent en Algérie, en Afrique du Nord et au pays du Sahel. Aucune politique. C'est correct? Bon, ben merci. Bonne présentation. Bonjour à vous tous. J'ai besoin de 2-3 minutes pour déstresser un petit peu, c'est la timidité qui m'étouffe. Je suis très touché par la présence parmi vous de l'un de mes professeurs, avec qui je viens d'avoir, j'ai assisté à son cours, ça fait à peu près 3 quarts d'heure. Donc, on a présenté mon ami Guillaume, mon camarade de cours, et Abdou, le président de l'association des étudiants africains de l'Université de Montréal. C'est un sujet qui va sortir, qui sort de l'ordinaire. Donc, dans ce début-là, je vais essayer d'être avec un débit assez retenu, assez calme. Ensuite, je suis obligé d'accélérer parce qu'il y a énormément de concepts que je dois présenter. Je pouvais présenter un seul domaine, par exemple, prendre le domaine de l'économie, de la production de biens, de la justice, de l'éducation, des investissements. Et l'impact de Tamazir dans l'un de ces domaines est de détailler. Mais de cette façon-là, on n'aurait pas pu voir l'ensemble des impacts. Donc, je préférais présenter rapidement, succinctement, 1 ou 2 impacts par fonction, et à la fin, si j'ai 5 minutes, je vais faire une synthèse. Bien sûr, ici à l'Université de Montréal, dans les universités nord-américaines, on parle beaucoup de chiffres, c'est-à-dire de coûts et de gains. Donc, il y aura pas mal de chiffres. Bien sûr, certaines situations que je peux étayer par des séries statistiques, je vais le faire. Par moment, j'ai eu un obstacle énorme, c'est l'absence de données brutes. J'ai eu des données agrégées, mais les données brutes nécessaires pour une étude pointue étaient indisponibles. Et à la fin donc, oui, quand il n'y a pas suffisamment de données numériques, je vais aborder la question par une approche théorique avec des modèles mathématiques assez simples, qui sont très simplifiés. Et ensuite, à la fin, je vais faire une synthèse. Avant tout, s'il vous plaît, donc, comme l'a dit Guillaume, c'est un travail très modeste. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, que ce soit par le mot, par l'encouragement, par de l'information ou bien par le conseil. Parmi ces personnes, je cite le professeur émérite François Vaillancourt, le professeur honoraire André Martins, le professeur titulaire Reynald Bourque, la professeure associée Jeanne Danzet en linguistique, Omar Bendera, économiste et financier algérien, c'est un compatriote qui est basé à Paris, à qui je souhaite un prompt rétablissement en 2 minutes, je vous parle et il est hospitalisé. Prompt rétablissement Omar, mais je lui en veux un petit peu, il m'a poussé dans le domaine de la monétique, à laquelle je ne comprenais absolument rien, hein, la monnaie, c'est-à-dire comment on manipule la monnaie. Et une amie québécoise qui paragouine quelques mots de Kabyle, qui souhaite garder l'anonymat, je lui dis merci, même si je lui en veux beaucoup, parce que c'est un sujet très complexe, excessivement complexe. Parler
d'un produit intangible, du moins d'un produit intangible, je commence déjà par les termes économiques, intangible. On ne peut pas prendre une langue et la mettre dans un produit, on ne peut pas prendre une langue et la mettre dans un travail, etc. Et il n'est pas encore arrivé, je le remercie, par Moussaoui, chargé de cours à l'Université d'Alger, ancien membre de la troupe d'A, qui m'a supporté, avec qui je me suis chamaillé énormément sur des démonstrations mathématiques. Donc, je commence par cette présentation. Je m'excuse, là de près, je ne vois pas bien, donc je suis obligé de remettre mes lunettes. Donc voilà, la présentation, elle porte sur les Algérie, impact économique de Tamazight in Algeria Economics Impact, dans le cadre des principes du développement durable et des droits humains, dans une perspective de calcul du bonheur national brut, according to the Sustainable Development Principles and Human Rights, with the Gross National Happiness Computation Perspective. Pourquoi je précise développement durable et droits humains, et je le mets en anglais. Actuellement en Algérie, le terme de développement durable ou de croissance durable est à la mode. Il est utilisé par des économistes, par des experts, alors qu'ils sous-tendent la croissance, le développement durable en pensant toujours à la croissance économique, hein, c'est-à-dire le rapport de PIB d'une année sur l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, pour faire passer la pilule de la croissance, du croissantisme, ils disent développement durable. Donc ça n'a rien à voir avec le développement durable. Ça, c'est la première précision. En Afrique du Nord en général et en Afrique. Maintenant, parler des droits de l'homme, on dit on les qualifie de droits de l'homiste. C'est-à-dire c'est rétrograde, c'est révolu, c'est plutôt. Ça n'a rien à voir au XXIe siècle et on n'en a rien. Donc, je passe. Quand j'étais enfant, je pense à un moment d'émotion. Il n'y a pas un meilleur endroit que l'Université de Montréal. Quand j'étais enfant, j'ai commencé ma scolarité, j'ai quitté l'école. Ensuite, j'ai repris l'école. Donc, Daï ou Saada, en Kabyle on dit Daï ou Saada. Et Mohamed Saleh Slimani, on dit en Kabyle on dit Saleh Ishmtiran. Et Dahman. Bon, donc, j'ai repris mes études après. Ils m'ont aidé beaucoup pour reprendre mes études. Les deux premières personnes étaient pauvres. Ils étaient immensément pauvres. Hein. Vraiment, ils étaient vraiment pauvres, très pauvres. Hein. C'est immensément pauvres. Donc, si le PIB mesure la richesse d'un pays, la pauvreté mesure la dignité. Dans cette présentation, donc, je vais parler rapidement de certaines considérations générales, des énoncés normatifs et d'un portrait numérique de l'Algérie. Ensuite, je passerai à la justice, c'est-à-dire quel sera l'impact de Tamazight dans le domaine de la justice, dans la santé, dans l'éducation et dans le capital humain. Dans le troisième point, je vais parler de la production des biens et de la nature dans l'économie algérienne et régionale. S'il vous plaît. Donc, dans mon discours, quand je dis universel, ça veut dire c'est au niveau onusien. Quand je dis régional, ça veut dire ça touche à l'Afrique du Nord, au pays du Sahel. Et le quatrième point, ce sera Tamazight. Je vais tenter modestement de l'articuler dans l'économie mondiale. Je vais tenter. Et je vais aller sur, comme vous l'avez vu, la Convention des Nations Unies sur la mer. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous inventer avec ça là, la Convention des Nations Unies sur la mer et Tamazight, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer de le voir, ça sera un peu chaud à ce niveau-là. Et ensuite, je vais aborder le domaine de la monnaie régionale ou algérienne. Parmi les énoncés normatifs, je remercie Laurent Duchâtel, mon professeur de management à HEC Montréal, qui m'a autorisé à utiliser ce slide. Donc, le point le plus important pour moi, c'est la colonne de gauche. L'Algérie est classée au niveau international dans les pays arabes, ou bien dans les pays dans la région Afrique du Nord. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, à HEC Montréal, en 2012, on apprend principe de l'unité en islam, c'est le principe de l'unité de la fraternité, compensation relative à l'effort fourni, le travail et le don de Dieu, principe de la distribution équitable. Ça, c'est à HEC Montréal en 2012. En 2014, janvier 2014, je remercie M. Chihab Chachour, s'il vous plaît, ça c'est important, qui m'a autorisé à utiliser ce document dans le cadre de l'économie du monde arabe. Donc
le point qui m'intéresse le plus, c'est la justice économique et sociale sur Terre doit réduire les inégalités sans les supprimer. Ça, c'est un énoncé normatif. Et dans la période de questions, je vais revenir sur des principes économiques utilisés en Tamazigh, particulièrement dans ma région natale, pour ne pas interférer avec les autres régions amazigophones en Algérie et dans le sud de l'Algérie et dans le nord du Sahel. Ça, c'est pour rester dans l'honnêteté intellectuelle. On attaque avec les langues maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer Montréal sans le français ou sans l'anglais? Est-ce que l'économie de Montréal peut fonctionner sans l'anglais ou le français? Je pense que ce sera difficile. Est-ce qu'on peut supprimer le français à Montréal? Ça sera très cher. Est-ce qu'on peut supprimer l'anglais? Ça sera très cher aussi. Donc les deux fonctionnent ensemble. Si Montréal et le Québec fonctionnent avec deux langues, donc l'Algérie et les pays où on parle tamazigh pourraient fonctionner avec deux langues. Deuxième, à Montréal, il y a maintenant, on commence à voir l'apport des cultures et des religions, surtout dans la restauration. On le voit. Ça, on le voit un peu partout, aux États-Unis, en France, etc. Et on dit, dans les universités nord-américaines en général, on commence à intégrer dans l'enseignement des langues mineures ou difficiles. Exemple, tamazigh qui est enseigné à la demande au Michigan State University. Vous avez aussi, ici à l'université, le breton, ça fait à peu près 6 mois qu'il a été intégré à Harvard. Ça a fait un boucan en France. Troisième, le catalan, ça fait à peu près 1 mois depuis qu'il a été intégré dans la carte des langues à l'Université de Montréal. Et vous avez le chinois à HEC Montréal. Maintenant, dans les domaines théoriques, ceux qui ont tenté d'approcher les impacts économiques d'une langue utilisent. L'équipe de François Écran à Genève, de l'Université de Genève, avec qui j'ai échangé, utilise le modèle que nous appelons le modèle de Cobb-Douglas, qui est de cette forme. A, c'est un coefficient de technologie, F, c'est la fonction, K, c'est le capital physique, L, c'est le capital humain, avec alpha, bêta et alpha plus bêta égale 1, c'est ce qu'on appelle un système homogène, c'est-à-dire on considère que c'est dans le cas d'une économie à concurrence pure et parfaite, avec alpha plus bêta égale 1, c'est l'homogénéité, c'est-à-dire c'est le rendement constant. Ça, c'est l'équipe de François Écran. L'équipe de Céline Carrère et Maria Massoud utilise un modèle de gravité de données qui a été développé par Paul Krugman. L'information qui m'intéresse le plus ici, vous la voyez, c'est L, qui est là, entre parenthèses D, c'est la distance entre deux pays, et l'autre LC, qui est la longue commune entre deux pays. Dans notre cas, laissez le modèle Cobb-Douglas tel qu'il a été utilisé par François Écran. Impossible. Il ne répond pas à nos besoins. Donc, nous allons y aller sur l'extension du modèle Cobb-Douglas. Je ne sais pas si on peut l'appeler modèle Cobb-Douglas avec une troisième valeur. Donc, on tente d'introduire la troisième n, la troisième variable qui est n. Donc, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais voir comment fonctionne ce pointeur, je n'ai pas l'habitude. Ah, voilà. N, c'est des ressources naturelles, puissance gamma. Maintenant, les questions à lesquelles je n'ai pas de réponse. Alpha et bêta et gamma appartiennent à R. Gamma doit être inférieur ou égal à 1,8. Ça, c'est une constante définie par le programme des Nations Unies qui définit la soutenabilité de la planète. Est-ce que alpha plus bêta doit être inférieur ou égal à gamma? Actuellement, je n'ai pas de réponse à ça. Et la condition d'homogénéité doit être supprimée. C'est-à-dire, dans le modèle de Cobb-Douglas, alpha plus bêta doit être égal à 1. Ici, on le supprime. Alpha plus bêta plus gamma ne doit pas être... La somme ne doit pas être égale à 1. Est-ce qu'il sera facile de résoudre ce système d'équations linéaires? Je ne sais pas. Donc, la deuxième piste. Définir une fonction coût qui sera dans les nombres z, dans l'ensemble z des nombres complexes. H, qui sera une fonction du coût fixe, tangible, plus une partie imaginaire I, qui sera constituée des coûts variables tangibles et des coûts variables intangibles. Qu'est-ce que c'est qu'une variable intangible? Par exemple, la langue, un brevet, un savoir-faire, une série de conférences. Donc ça, parce qu'elles sont toutes comptabilisées. Rapidement, un portrait de l'Algérie. J'ai indiqué certaines informations avec des flèches. Il ne s'agit pas pour moi d'analyser ces chiffres.
il s'agit de vous donner une indication, une situation globale de l'Algérie. Ici, vous avez les émissions de CO2 attribuables au transport. Voilà, voici les volumes, parce que je vais faire appel au CO2 dans la présentation. Ici, le pétrole les bénéfices tirés du pétrole en pourcentage de PIB, 23,08, 15, 16, 18,98. Ça, c'est très important pour moi parce que je vais utiliser les coûts de reproduction et non plus les coûts de production du pétrole. Et là, actuellement en Algérie, c'est une information qui est très chaude là. Certains malthusiens de l'énergie en Algérie, parmi eux des responsables, des anciens responsables de son adresse, des anciens ministres, font du lobbying, de la pression, pour faire passer, pour dire qu'il y a un manque de pétrole en Algérie, qu'il y a une dépression, etc. Il n'en est rien. Le pétrole, il y en aura suffisamment. Il y a de l'énergie, il y a du gaz, il en reste suffisamment. Si j'utilise des chiffres autres que ceux des institutions internationales, ils n'ont qu'à les dire. La question fondamentale de l'énergie en Algérie se pose dans les marges bénéficiaires. Elle se pose au niveau des enjeux régionaux avec tout ce qui se passe en Afrique du Nord, en Libye et dans la région du Sahel. Bon, les enjeux, bien sûr, entre la Russie, la Chine et les autres puissances. Et il y a une question fondamentale dont on ne parle pas suffisamment en Algérie, et même ici, la question de la politique monétaire en Algérie. Je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. La politique monétaire en Algérie est dangereuse. L'actuelle politique monétaire algérienne est dangereuse. C'est-à-dire, elle risque de nous exposer à la figure dans moins de 6 mois. L'autre information. Ici, vous voyez les dépenses de santé par habitant. 299 $, 372, 364, 373, ce ne sont pas ces chiffres qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est la différence. 372 à 364, il y a une baisse. C'est bon, de 364, ça remonte à 373. Ce n'est pas la valeur absolue qui m'intéresse, c'est cet écart. Dans 5 à 10 minutes, à peu près, je vais tenter avec vous de réduire d'au moins 30% en introduisant Tamazight dans ces dépenses. Et bien sûr, il y a une information très importante, elle est là. Dollar international constant, 2005. Donc, pour analyser ces chiffres, ça demande beaucoup de calculs. Pour voir quelles sont les dévaluations, les surévaluations, les dépréciations, l'appréciation et les inflations, qu'elle soit une inflation importée des États-Unis ou bien l'inflation locale. Donc, ça c'est pour la difficulté d'analyse de ce chiffre. Mais l'important pour moi, c'est de tenter de démontrer qu'en introduisant Tamazight et l'arabe dialectal, je vais réduire encore, je vais gagner un peu plus, je vais gagner à peu près 25%. Bien sûr, pour les autres, pour les droits humains et le développement durable aussi en Algérie, il y a des indicateurs. Ici, nous avons le score HPI. HPI, c'est Happy Planet Index. Vous avez en Algérie, il est de 5,2, entre parenthèses 7,6, c'est celui de la Norvège. C'est pour vous situer un petit peu, hein. Ce n'est pas des comparaisons, c'est juste pour vous situer les niveaux de mesure. Nous avons la life expectancy, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance, elle est de 73,1 en Algérie, de 80e,1 en Norvège. Là, je vais montrer, je vais faire toucher du doigt la sensibilité des chiffres, c'est-à-dire quand un chiffre varie de 1 dixième, de 1 centième, ça peut coûter 10 millions, 20, 25 millions, peut-être $1 milliard. Et vous avez l'ecological footprint, elle est de 1,6, celle de la Norvège est de 4,8. C'est-à-dire là, l'Algérie commence à s'approcher de la limite soutenable qui est de 1,8 définie par le programme des Nations Unies, et la Norvège la dépasse de beaucoup. Et vous avez ici les classements, 76 sur 151, 78 sur 151 et 49 sur 151. D'autres informations, vous avez, nous sommes, la surface de l'Algérie, c'est 2,4 millions de kilomètres carrés, c'est le 10e plus grand pays au monde, du monde, sur les 150 aires. Et nous avons une densité de 14,9 personnes au kilomètre carré. 15 personnes par kilomètre carré. Mais sauf qu'en Algérie, toute la population est concentrée au nord. D'autres informations, elles sont disponibles ailleurs. L'Algérie a ratifié, 63% signé plutôt des traités internationaux concernant les droits humains. Elle a ratifié 30% des traités internationaux relatifs à l'environnement. Et
sûr, j'aurais besoin... Pardon. Voici les droits de l'homme. Rapidement, je vais les traiter d'un bloc. Voici la suite. Et je reviens ici surtout. Ça, c'est très important pour moi. Ce sont les principes du développement durable tels qu'ils ont été définis après par le rapport Bertrand, le sommet de Rio, ou bien le sommet de la Terre en 1992. Je vais engager celui-là. Protection des océans et de toutes les mers, y compris les mers fermées, les semi-fermées. On va voir comment l'articuler avec la matière. Et il y a un principe que je ne vais pas engager. Rôle des enfants et des jeunes dans la promotion du développement durable. Ce principe, je ne vais pas l'engager pour des raisons normatives. C'est-à-dire, on ne sait, actuellement, il n'y a pas une définition normative d'un enfant et d'un jeune. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Est-ce que c'est une personne qui a entre 4 et 10 ans? Est-ce qu'un jeune, c'est une personne qui a entre 15 et 25 ans? Qu'est-ce qu'on entend par le terme rôle? Et ensuite, d'un point de vue culturel, le travail des enfants en Algérie est perçu différemment du travail des enfants en Amérique du Nord. Donc, voici la nuance. Et bien sûr, la coopération internationale, c'est à fond. Hein, là, je vais faire appel à la coopération internationale. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pour le GNH, le Gross National Happiness, c'est un indicateur qui a l'avantage d'être malléable. Hein, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec toutes les variables que nous avons ici. En Algérie, on ne peut pas demander à une personne de combien vous gagnez du mois. On ne peut pas lui dire que vous gagnez actuellement le RNB par habitant en Algérie, il est de 4 468 dollars par année. Vous n'allez pas lui dire que vous gagnez 4 468 dollars par année, mais il va tomber des nuls là. Hein. Donc cet indicateur, par exemple, on peut le remplacer par l'inflation. En Algérie, on ne peut pas demander à une personne combien donation. Voilà. Donation and money. Time, il peut dire. Mais pour la monnaie, un Algérien ne peut pas vous dire combien il donne d'argent à quelqu'un d'autre. Mais par contre, vous lui poser la question sur Fundamental Rights, il risque de vous raconter toute sa vie là. Hein. Et sur the speak native language, c'est le topo, hein, c'est le sujet. Donc, et vous avez d'autres indicateurs qu'on peut. Ben ça, les chiffres que vous voyez entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle les pondérations. Maintenant, Tamazir. En Algérie, on entend de Tamazir qu'on dit identité de Tamazir langue et culture, il a aussi entendu berbère, une domination non consensuelle. Ibn Khaldoun a écrit l'histoire des berbères, donc le mot berbère existe. Katib Yassine, écrivain algérien, qualifie ce terme de barbarisme. Donc là, il n'y a pas un consensus. Son alphabet est de 33 caractères, il s'appelle le Tifina. Il s'écrit actuellement, il s'écrit de gauche à droite, mais l'écriture de droite à gauche a été attestée. En plus de l'Afrique du Nord, les Tamazir sont parlés au Mali, Niger, Mauritanie, Tchad, Nigeria, Burkina Faso. À ces pays, ajoutés l'Égypte et les îles Canaries. Maintenant, illustration. Ben, en haut, c'est l'écriture, c'est le Tifina. C'est le Tifina. Je suis désolé, bon, je n'ai pas étudié le Tamazir à l'école, bon, je sais un petit peu écrire mon nom, mais pour le reste, que dalle. Donc, je vais vous lire de Transliteration. إمداننا كنملنا تسلل اللي نسوون ديال الحرمات دي زرفان غوصن دم سكويت العقل ويوسف كتيلي كلمات كراسل. Dans translation in English, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in the spirit of our brotherhood. Donc là, je commence avec la justice. Maintenant, je rentre dans le domaine économique. Puisque c'est la justice et le droit, donc je vais commencer à aller vers le droit, l'économie et les coûts. À partir de maintenant, je vais calculer. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé comme corpus juridique sur le site internet du ministère de la Justice. Ici, vous avez le nombre d'articles. Quand je dis NA, ça veut dire no knowledge, ça veut dire non renseigné. Donc, on pourra s'intéresser en économie au droit de la propriété, sur la propriété, le commerce, les impôts, le maritime, le travail, etc. Donc maintenant, si on veut travailler avec Tamazir, avec le droit avec Tamazir, on est obligé de traduire tous ces textes-là. On est obligé de les traduire, c'est comme au Québec, au Canada. Tous les textes juridiques sont en anglais, en français, obligatoire. Donc maintenant, je fais des simulations.
Ici, vous avez vu 3353 articles. Et je fais des simulations. J'ai un nombre de, si j'ai 12 participants, si j'ai des taux de correction de 0,30, et si je travaille 300 jours par année, voilà, avec un salaire horaire de 20 dollars, de 20 dollars en Algérie, l'heure, c'est le salaire d'un ministre. J'ai gonflé volontairement ces chiffres pour donner l'impression sur les volumes, hein, et voir si on peut les amortir. Donc, en faisant quelques calculs, si on traduit uniquement de l'arabe vers tamazight, avec un niveau de complexité, facteur de complexité de 4, ben, si on travaille sur une année, on doit traduire un article 4 par jour. Si on travaille sur 2 années, 0,70, et sur 3 années, 0,47. Je vais prendre ce chiffre-là de 0,47 pour vous donner sa signification. Nous avons 3350 articles. Si on veut les terminer en 3 ans, on doit traduire 0,47 articles par jour. Qu'est-ce que c'est que ça, 0,47 articles par jour? Oui, il y a des articles qui ont une page, il y a des articles qui ont une ligne, il y a des articles qui ont 10 pages. Pour les traduire, trouver le mot qui correspond en tamazight et à l'arabe. Si les premières traductions sont faciles, au fur et à mesure qu'on avance dans la traduction, la complexité va s'avérer plus lourde, parce qu'il faudra trouver des sens, on va trouver des conflits entre les lois. Vous allez me dire pourquoi nous allons faire tout ça. La structure de la population en Algérie fait qu'actuellement, il y a des illettrés, il y a des analphabètes, il y a des campagnards, il y a des ruraux, mais il y a aussi des citadins, il y a des intellectuels, il y a des juristes. L'impact est direct. Quand vous avez une personne physique, un particulier, qui a un lopin de terre, et à côté, il y a un industriel qui veut qui veut réaliser un investissement. Voilà, le monsieur, là, il est un analphabète, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'il y a un monsieur qui vient installer une grosse usine chez lui, à côté de lui. Mais cette terre m'appartient. L'autre lui dit, monsieur, j'ai eu l'autorisation de l'administration, etc., avec le cadastre, etc. Tout est là. Ça finit en justice. Le processus judiciaire en Algérie commence par un tribunal, une cour, la Cour suprême et le Conseil d'État. C'est pour cette raison qu'on a des affaires qui durent jusqu'à 10 ans, 12 ans dans le tribunal. Parce que le paysan a fourni des documents attestés par le droit coutumier. C'est-à-dire c'est son grand-père, c'est son arrière-grand-père avec des documents très simples écrits à la main. Et l'industriel, ou bien l'investisseur, vient avec des documents administratifs. Le cadastre, etc. Le monsieur qui a fait le cadastre, il a dit que ça c'est bon. Ça appartient à l'État, donc on peut l'offrir. Ça n'appartient pas à l'État, on doit le laisser tranquille. Donc voici un petit peu les impacts économiques directs. Après, on pourra revenir sur des simulations. Si maintenant, je considère, ça c'est un peu difficile à faire passer là, je considère que je suis un mazir. Je me fais arrêter, je dois être jugé. J'exige d'être jugé, du moins, j'exige de parler en tamazight dans le tribunal. Bon, le magistrat qui est en face, le juge qui est en face, ne maîtrise pas le tamazight. Monsieur, allez-y. À la fin, je me fais condamner. Je me fais condamner à 20 mois, à 30 mois de prison, je ne sais pas quoi. Ensuite, je sors, monsieur, vous m'avez condamné à 20 mois de privation de liberté parce que je n'avais pas compris ce que vous m'avez dit en arabe et vous avez refusé de m'écouter en tamazight. J'ai le droit à un dédommagement, c'est ce qu'on appelle soit dédommagé intérêt ou bien dédommagé punitif, peu importe. Donc là, je construis un modèle mathématique et ça, c'est le nombre de mois qui me permettent d'équilibrer si je formais les magistrats en tamazight et si les frais de mon indemnisation sont ça, je détermine le nombre de mois M, c'est ce qu'on appelle un mois d'équilibre en économie, égale S multiplié par G divisé par K. Je vous épargne tout ça. Mais il y a juste cette partie-là qui est une éthique. Est-ce que les citoyens, en répondant à la question dans le troisième cas, si 3 est différent de 0 et 4 est différent de 0, si on répond à cette question, en voulant répondre à cette question plutôt, on déterminera est-ce que les citoyens peuvent acheter la justice. C'est valable même pour le Canada. Est-ce que les citoyens peuvent acheter la justice? En Algérie, la justice est rendue au nom du peuple. Au nom du peuple, je vous condamne à ça, ça et ça et ça et ça.
Monsieur, si tu condamnes injustement monsieur Moussaoui qui est venu, là, qui est arrivé, injustement, s'il te plaît, mon nom. Tu ne le condamnes pas en mon nom. Je suis le peuple, tu n'as pas à le condamner en mon nom. Tu le condamnes au nom de l'État. J'ai pas envie. Donc, il y a la possibilité de racheter la justice. Donc, voici pour les conclusions. En fonction de la qualité de l'instruction des lois du 3e et 4e cas, etc., on apprend, certes, ça c'est économique, la fonction utilité, efficacité et efficience de la justice et de la forme, U de G égale fonction des lois, formation, dommage et punitif. Ici, c'est les modèles mathématiques. Hein. Maintenant, si j'appliquais les modèles mathématiques, je vais prendre dans ce cas-là des simulations, je vais prendre la deuxième simulation, le deuxième cas. Je vais prendre comme ça, au hasard. Donc, je forme chaque magistrat, je le forme à 2000 $ en Tamazière. 2000 $. J'ai 2600 magistrats en Algérie. Bon, avant de venir ici, j'étais à peu près 2500. Je pense, c'est un calcul à la louche que j'ai effectué, 2620. Si je dois les former, je dois payer 5 240 000 $. Donc quand je dis je paye des magistrats pour les former, l'État ne doit pas dire je paye, je fais un gain de formation. C'est un gain en investissant dans la formation, ce n'est plus une dépense, elle devient un gain. Pour l'équilibrer, c'est-à-dire moi je cherche ce nombre 262 mois, qui est l'équivalent de 21,83 années. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que 262 mois? C'est-à-dire qu'il suffit de condamner un certain nombre d'Algériens à 262 mois de peine privative de liberté pour que la formation devienne amortie. Vous allez me dire 262 mois, est-ce que c'est beaucoup? Non, il suffit de condamner 262 personnes à 1 mois et la formation est amortie. Maintenant, je pense à la santé. Je connaissais 2 ou 3 cas. Mais les raconter, ça ne va pas avancer. Hein. Je veux dire, ici, là, il nous est en train de raconter des cas juste pour nous faire passer la pilule. Il fallait les documenter. Chercher dans les bibliothèques, du moins sur Internet, le document, que ce soit aux États-Unis, en France, un peu partout. Comme par exemple, je tombe sur Statistique Canada. On va éviter de dire tout ça. Juste le cas. On observe que les connaissances linguistiques constamment limitées sont associées à une détérioration significative de l'état de santé autodéclaré chez les immigrants des 2 sexes au cours de leurs 4 premières années au Canada, etc. Ceux qui ont acquis des connaissances linguistiques ont obtenu des résultats en matière de santé similaires à ceux qui ont constamment de bonnes connaissances linguistiques. Je suis un immigrant au Canada, parmi vous il y a des immigrants. Nous avons été sélectionnés. Une étude statistique démontre que même si nous avons été sélectionnés, que nous maîtrisons le français, l'anglais, etc., nous avons des problèmes. C'est-à-dire nous avons des problèmes de communication qui impactent sérieusement notre santé. En d'autres termes, Québec, la RAMQ, dépense de l'argent pour nous, pour rien, là. Parce qu'à cause d'une langue, il ne comprend pas. On dit, je ne sais pas moi, les mots du Québec, là. Il dit, je ne sais pas quel mot d'argot, là. Est-ce que vous comprenez? Non, je n'ai pas compris. Alors qu'il s'agit d'un problème d'estomac et je demande, je n'ai pas compris. Donc, allez, on me bourre de traitement, de soins, radiographie, etc. pour rien. Maintenant, je vais vous éviter les chiffres. Je vais la formuler autrement en Algérie. On va chercher la variable. Ça, c'est des variables, c'est-à-dire le malade, je vais le considérer comme une variable mathématique. Au lieu d'utiliser des X et des Y, etc., des caractéristiques, je vais dire les populations sont rurales, ou à faible niveau de scolarisation, ou sont conservatrices. Une femme qui a des problèmes dans ses organes génitaux, elle ne va pas aller chez le médecin à côté, elle va dire monsieur, docteur, j'ai des problèmes ceci, cela, etc. Dès qu'elle va chez un médecin, elle va sortir. Donc elle va souffrir, elle va dire non, j'ai des problèmes de ventre, etc. Vous devez me faire une prescription. Il va lui faire des prescriptions ordinaires, etc. Pour rien, là. Elle va bouffer du médicament pour rien. Ensuite, vous avez insuffisance de dotation en médecins des structures de santé publiques ou des intérêts économiques pour les régions sahariennes. Ça, c'est très important. En Algérie, les médecins préfèrent s'installer au nord. Ils n'aiment pas aller au sud. Sauf dans le cas chez les spécialistes en médecine, que je connais quelques-uns, ils préfèrent aller dans le sud parce qu'ils doivent faire un service civil de 2 années au lieu de le faire de 4 années. Donc ils remontent au nord rapidement pour s'installer dans la fonction libérale.
Ou bien les prescriptions sont chères, parce qu'il y a un niveau de pauvreté en Algérie assez important, et vous avez la production nationale qui est réduite. Ou bien sur la communication en tamazight et en arabe. Maintenant, si on formule dans la terminologie médicale des médecins, très bien, monsieur, vous voyez, vous êtes médecin, vous avez étudié, vous avez votre cycle primaire, secondaire, collégial et lycée, vous l'avez fait en arabe, ensuite vous avez fait des études de médecine en français, et ensuite, là, vous êtes un arabophone, vous partez, vous installez dans une région amésérophone, chez les Chaouia par exemple, à l'extrême est. Il lui parle, la bande d'âme, le bon monsieur lui parle, il ne comprend absolument rien. Donc allons-y, allez, ordonnance sur ordonnance, etc. L'inverse maintenant. Monsieur, un médecin amazigh, là, s'installe, il vient amazigh, il parle kabyle, il parle français, etc. On l'envoie du côté de Rintimouchen, à l'ouest. On dit un peu à l'ouest, on dit Chagoult, Martmena, c'est à peu près de l'arabe dialectal, il ne comprend rien, il va lui faire une ordonnance. Allons-y. Donc, là, les dépenses, ça va rouler, ça va rouler, ça va rouler. Dans le rapport IDH de 2013, l'Algérie est classée 93e. L'espérance de vie est de 73,4. Celle de la Norvège, elle est de 81 ans. Là. Ici, si on formant les médecins en arabe dialectal et en tamazight, cela nous permettait de faire un allongement de la vie d'une année. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 73,4 ici, on va avoir 74,4. Là, vous avez l'économie qui va exploser. Elle va exploser, c'est-à-dire, nous aurons l'emploi dans l'éducation qui va... Vous avez l'allongement du vie, formation en arabe des médecins, donc l'emploi dans l'éducation avec l'allongement des durées de scolarité. Nous allons gagner en termes de durée de travail, nous allons gagner en termes de dépenses de santé et d'autres facteurs, d'autres gains que nous allons estimer. Voici la répartition de la population. Je m'intéresse uniquement à ça. Hein. C'est les populations agricoles. Agricoles, c'est en milliers d'unités. Donc ici, c'est 7,2 millions. 7,2 millions d'Algériens qui sont des ruraux. Là, hein. Si en 2015, 1% des populations rurales ne sont pas bien diagnostiquées, donc pas bien soignées, pour cause d'incompréhension de langue. J'aurais 72 100 multiplié par les 373 $ que je vous ai montré dans le tableau numérique sur l'Algérie. Nous aurons 26 893 300 $. Maintenant, si en 2018, on va voir ces chiffres-là tout à l'heure, 1% des populations qui sont scolarisées, qui ont entre 5 et 24 ans, soit 141 272. C'est 1% de ça. Je multiplie par 373. Ça, c'est un chiffre de la Banque mondiale. Hein. Je vais avoir 52 694 et des poussières. Le total est de 79,5 millions de $. Donc là, j'ai réduit les dépenses d'au moins 2,5 $. Et quand j'allonge la vie d'une personne d'une année, j'ai tout ça. Réduction des dépenses non exhaustives de l'État, les transferts sociaux, réduction des déficits de la sécurité sociale, l'élargissement de la couverture sociale, les gains en unité de travailler et amélioration du bien-être social. Maintenant, je passe à l'éducation. Ici, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Non, International Labour Organization, c'est l'Organisation internationale du travail, de mars 2014. En 2013, nous avons cette ligne. 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14, 15 à 19, 20 à 24. Si je considère que ces enfants seront scolarisés en 2018, ils vont passer à ces chiffres, 4455, etc., etc. Ça, c'est en milliers d'unités. Et en 2019, ils seront ça. Donc, je prends ces deux lignes, je les reprends ici. 5 à 9, c'est le primaire, 10 à 1, c'est le collégial, le lycée et l'université. Maintenant, je vous signale un léger biais de données. Ici,
j'ai de 0 à 4 ans, de 5 en avant. Il me manque ceux qui ont entre 5 et 6 ans. 5 et 6 ans. Je pouvais faire des estimations sur des distributions homogènes et récupérer 20% de cette population, la mettre ici, récupérer 20% de cette population et la mettre ici, et refaire des calculs. Mais je n'ai pas voulu triturer tous ces chiffres. Si, maintenant, dans ce tableau, donc nous avons les chiffres que vous venez de voir. Je vais les redresser. Le redressement des chiffres, c'est par la suppression du décrochage scolaire, c'est-à-dire les élèves qui sont exclus de l'école, je les enlève. Je vais, ici j'ai le nombre d'enseignants, j'ai les salaires, bon voici les salaires estimés en dollars pour le primaire, pour le collège, pour le secondaire et pour l'universitaire. Donc nous allons payer, l'Algérie va payer 218,3 millions de dollars. Et si j'ai calculé les consommations de CO2, équivalent carbone, c'est des tonnes, 37 156. Ces chiffres, on les oublie un petit peu, ce sont ceux-là qui m'intéressent là. Si nous importons le papier qui est utilisé dans l'éducation, s'il est tarifé au cours du marché du carbone, que ce soit le marché de Montréal, de Paris ou de Chicago, on va dire que la facture ne sera pas très salée. Mais si sont facturés au coût de reproduction, là ça va devenir très très lourd. Parce qu'actuellement la Chine, elle peut aller sur les coûts de reproduction et non plus sur les coûts de production. Ici c'est juste un graphique qu'on appelle en économie la courbe de demande. Si avec mon professeur de mathématiques, nous avons eu des difficultés mathématiques parce que nous avons utilisé des fonctions linéaires, etc. Nous avons buté ce qu'on appelle la divergence des limites de ces fonctions. Donc il fallait régler le problème de la divergence, on avait besoin de fonctions convergentes. Donc la solution serait d'étudier ces fonctions dans des intervalles fermés, bornés. Ça c'est juste pour le côté théorique. Maintenant je passe au côté numérique. Si Tamazight est enseigné en 2018 dans toutes les écoles d'Algérie, j'aurai avec 30 élèves par classe, et je dis que chaque enseignant doit prendre en charge 4 classes. C'est énorme, hein. J'ai chargé, c'est énorme. Un enseignant ne peut pas prendre en considération, s'occuper de 4 classes en simultané. S'il s'occupe de 2 classes, ça sera bon. 3 classes, ça sera une prouesse. J'aurai 84 530 enseignants. Si je rajoute 2% de personnel de soutien, j'aurai 1681, donc 86 221 emplois éternels. Parce que même si un enseignant part en retraite, il doit être changé. Ça, j'ai parlé, voici les estimations de salaire, 110 millions de dollars à peu près. Et ça représente 7,34% des chômeurs en septembre 2013. Actuellement, en septembre 2013, il y a 9,8 millions de chômeurs en Algérie d'après l'ONS, d'après l'Office national des statistiques. Là, j'ai dit, si on enseignait Tamazight. Maintenant, et si on enseignait en Tamazight, c'est-à-dire je vais prendre des mathématiques et je vais les enseigner en Tamazight. Je vais prendre la physique et je vais l'enseigner en Tamazight. Je vais prendre l'histoire et l'enseigner en Tamazight. Ça veut dire que là, les effectifs vont être démultipliés. Vous allez me dire, certains vont dire que c'est pas possible, on ne peut pas faire 3-4 matières en Tamazight, les rajouter. Oui, ça, ce sont les politiques qui vont répondre comme ça. Mais d'un point de vue strictement économique, non, il est probable, du moins, il est certainement intéressant pour que l'Algérie étire, allonge la durée de l'éducation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 6 années au primaire, on doit avoir 7 ans. Au lieu d'avoir 4 années au collège, on va avoir 5. Au lieu d'avoir 3 ans au lycée, bon, on va laisser à 3 ans au lycée ou à 4 ans. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Premièrement, c'est d'améliorer les 7,6 années. Au lieu d'avoir 7,6 années, au lieu de 13,6, on aura 8,6 ou bien 9,6 années. Donc, en calculant tout ça, je vais trouver un petit chiffre ici de 0,034, mais qui va me permettre de gagner tout ça.
amélioration du niveau de la formation du capital humain, maintien dans le système des sans-emploi potentiels, augmentation du nombre d'emplois dans l'éducation. Des sans-emploi potentiels, c'est ce qu'on appelle, c'est le rapport des jeunes qui risquent de se retrouver au chômage par rapport au nombre de chômeurs actuellement. C'est ce qu'on appelle, c'est le sous-emploi potentiel. Maintenant, production de biens. Adam Smith a utilisé les pingles. David Ricardo a été énervé par les corn laws, c'est-à-dire les lois sur le blé. Krugman, il parle de voitures de GM, etc. On va parler de l'artisanat. Ça, déjà. Qu'est-ce qu'elle vient faire en économie à l'Université de Montréal? Et pourtant, c'est un produit culturel historique universel, signe de la majorité. C'est un symbole de l'économie sociale en Algérie. Beaucoup de femmes le font. Elle est belle. Ben, dans le marché, on appelle ça un produit différencié. Quand on dit qu'un produit est beau, c'est un produit différencié. Il est durable. Une jarre ne consomme pas d'énergie. Elle produit de l'énergie. C'est ce qu'on appelle les mégawatts en développement durable. C'est l'emploi féminin. C'est un objectif du millénaire du développement. Il n'utilise que de ressources naturelles, la terre et l'eau. C'est une économie informelle non comptabilisée dans le PIB. J'ai travaillé sur l'économie informelle en Algérie, ça donne des sueurs froides. Elle fait de la valeur ajoutée. Elle lutte contre la désutilité du travail. Elle sauvegarde l'emploi local. Maintenant, si j'ai parlé de l'achat, on va voir. La surprise. L'achat, pourquoi vous allez voir que c'était la blague? Non. La Tunisie, à l'OMC, elle porte à 8% sa valeur ajoutée dans le PIB. C'est le produit de l'artisanat. Au Programme national de développement de l'artisanat, ça c'est la Tunisie à l'OMC. La Suisse a demandé la généralisation de la protection des appellations géographiques. Tu as les produits de l'artisanat, ça c'est la Suisse. Au Canada, la différence entre produits dus et faits au Canada est d'exactement 47%. Qu'est-ce qu'on met dans ces 47%? C'est le capital physique, c'est le capital humain, c'est le capital technologique, c'est la culture, c'est le savoir, c'est la langue, c'est l'histoire de ce pays. Donc, au Canada, tout ça coûte 47%. En Algérie, on a négocié que 2 produits des familles de produits agricoles à l'OMC, ce sont les amers, les agrumes, l'orange, la mandarine, etc. Et les héroïcoles, hein, c'est tout ce qu'ils ont négocié, parce que je suis de très près cette affaire. Et donc, c'est pour à cause de tout ça, nous allons parler de la chamelle. Vous allez me dire la même chose, c'est une blague. Et pourtant, c'est la même chose, c'est au sud. C'est un autre symbole de la majorité. C'est les produits issus de la chamelle. Ça l'aime. Une importante source de revenus pour les nomades. Ça, ce n'est pas moi qui dis. C'est la FAO. C'est le Food and Agriculture Organization. Relève de l'ONU. Donc, si la FAO l'a dit, donc moi j'ai le droit de le reprendre. On va servir le développement durable, préservation de la nature, la protection des oasis, irrigation saharienne. C'est la nourriture pour les enfants. Dans le désert algérien, dans le nord du Sahel, des pays du Sahel, il y a des enfants. Maintenant, est-ce que vous allez leur prendre des pots de lait en poudre fabriqués au Canada ou en Chine? Mais c'est pas possible. Hein. Et il faut prendre des 4x4 et les alimenter? Non. Et pourtant, c'est des humains, ils ont droit à être protégés, c'est des droits humains. Donc, il faut lancer cet élevage. Le burnouse, c'est à peu près le porca, c'est un ponchou, c'est un lion ponchou amazir, hein, le burnouse. Ce qu'on appelle un produit positionnel. C'est-à-dire, quand on dit un produit positionnel sur un marché, ça veut dire que c'est un produit de luxe. On réduit les inégalités spatiales, c'est-à-dire les inégalités qu'il y a entre le nord, le sud et la steppe. C'est le rôle de la femme aussi. C'est aussi une économie informelle non comptabilisée dans le PIB. Et c'est le respect de la culture et de l'emploi libéral. Et c'est de l'agriculture saharienne. Donc, vous avez une jarre, une chamelle. Chamelle pour arriver à la nature. Ça, c'est du développement durable pur.
Protection du parc national du Djurdjura, on peut parler du parc national de Tarof et de l'Ouest, etc. Agriculture de montagne, reforestation et protection contre l'érosion des sols, récupération des eaux pluviales, espaces familiaux de sport et de montagne. Au sud, protection du Tsidinja, massif montagneux long de 800 km. Région classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et aire protégée, Biosphere Reserve par l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Investissement dans l'université, un centre de recherche de niveau mondial pour la nature, création de villes durables, on commence à toucher la question du pétrole. Autre impact économique. Augmentation du marché de l'art. Ça, je n'ai pas besoin de faire des calculs. Ils sont facilement assimilables. Marché de l'art et de la culture. Augmentation du marché du livre scolaire universitaire. Naissance de projets de recherche. Changement dans la mentalité du transfert des Algériens résidant à l'étranger. Les Sierra-Léonais et les Marocains transfèrent vers leur pays d'origine plus que l'aide internationale au développement. Naissance de sociétés de services en appel téléphonique bilingue, voire trilingue, avec la gratuité de la téléphonie fixe locale. Ça, j'insiste, le téléphone local en Algérie doit être gratuit. Même si j'ai fait quelques interventions dans ce sens dans les médias, ça ne marche pas, parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Investissement. Pour faire tout ça là maintenant, ça demande à dépenser de l'argent. Un marché interafricain international de l'énergie fossile, conventionnel et non conventionnel. Non conventionnel, c'est les gaz de schiste, et des minerais dans le désert algérien. Exploitation du billet et création de commerce. Tunisie, Maroc, Mauritanie, etc. Ça, je vais revenir dessus maintenant, immédiatement. La mise en œuvre de la Convention sur la mer et les océans. Construction de la route du Sahel. C'est la transsaharienne en Algérie, elle existe. Celle de la Libye du nord vers le sud, elle est en cours. Elle s'est arrêtée. J'ai travaillé, ça fait 3 semaines sur un dossier concernant la Libye. On va faire des économies dans ces fonctions-là. Administration, cloud computing, invention, et comme celle du moteur, ça c'est une grosse intervention qui n'est pas encore exploitée. Ça c'est ce qu'on appelle les billets de commerce. Ici, à gauche, vous avez les importations de ces pays-là. 90 milliards de dollars. Et ces taux représentent pour chacun des pays le taux de nourriture. Donc les 5 pays d'Afrique du Nord ont importé pour 13,3 milliards de dollars rien que pour manger. C'est-à-dire que le gros des importations ne concerne pas la nourriture. C'est-à-dire ça c'est une autre information qui circule en Algérie, donc c'est faux. Donc le reste, il va dans les équipements, il vient dans les voitures, etc. Donc les voici. Qu'est-ce qu'ils ont en pays, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces pays? Ils ont le Tamazir, ils ont l'histoire, les frontières, les richesses naturelles, un développement incomplet et des monnaies inégales. Là maintenant, à partir de maintenant, je vais faire appel à la théorie de Krugman, Paul Krugman, sur le change international. Je vais faire appel à la théorie de David Ricardo sur les avantages comparatifs. Et je vais faire appel à un exercice un peu difficile, et j'en veux à Omar Bendera sur ça, la monnaie. Et je viens tout juste de prendre un cours sur la monnaie. Je viens tout juste de prendre. Il était très bon, mais je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. La théorie, pas l'explication. Donc ici, là, ce sont les ratios d'importation par habitant. La Mauritanie a importé 109 dollars par habitant. Le Mali, 25 dollars, 19 dollars pour le Niger et 187 dollars pour la Libye. Le Maroc, 128, l'Algérie, 156, 183. Il se trouve que les deux pays les plus riches en Afrique du Nord, l'Algérie et la Libye, ne sont pas membres de l'OMC. Les autres pays sont membres de l'OMC. C'est-à-dire, quand on est membre de l'OMC, on bénéficie des avantages, c'est-à-dire on ne paie pas de douane, on paie juste des petits frais de transaction. Mais le Mali, le Niger, le Maroc et la Tunisie sont membres de l'OMC. Donc ils bénéficient d'énormément d'avantages. Il y a le Mali et le Niger qui souffrent. Pourquoi? Parce que ce qui est également un avantage comparatif, ils le perdent en transport. Pourquoi
Pourquoi ils le perdent en transport? Parce qu'ils se font alimenter par des avions, au lieu d'avoir accès à la mer. Donc, maintenant, je prends un exemple tout simple. Hein. Je prends l'Algérie, 6,14. Elle importe 6 fois plus de marchandises que le Mali. 6 fois plus de marchandises que le Mali. Qu'est-ce que c'est que 6 fois plus? C'est-à-dire, si le Mali importe un pointeur, l'Algérie importe 6 pointeurs. Donc l'Algérie étant riche, et puisqu'elle paie des frais de douane, des frais de transaction pour ses importations, et le Mali, qui est membre de l'OMC, ne paye pas tout ça, mais qui souffre des problèmes de transport, l'Algérie pourrait financer ses importations. Elle va financer les importations du Mali, mais en lui demandant d'importer pour 5 ans. C'est-à-dire, au lieu que l'Algérie importe du Canada, elle va demander au Mali d'importer du Canada et de lui revendre une partie. Donc, avec ce rapport, l'Algérie sera gagnante, même si on paye gratuitement les importations du Mali. On fait toute la matrice là des échanges, et nous allons voir que nous allons gagner énormément de milliards de dollars. La démonstration est faite dans une culture amazigh et respectueuse et respect de la nature. Le sud algérien doit être transformé en zone économique à vocation africaine et internationale. Des villes durables doivent être érigées. Études et évaluation d'impact sur l'environnement tel qu'il est dicté par la Banque mondiale. C'est-à-dire là, ces pays ne vont pas inventer l'eau chaude. Ils vont demander à la Banque mondiale, messieurs les experts de la Banque mondiale, s'il vous plaît, essayez, venez faire les études d'impact. C'est la loi qui le dit. L'accès à l'océan Atlantique pour le Mali et le Niger et à la Méditerranée pour le Tchad. Bon, parce que pour le Tchad, il est plus facile qu'elle vienne sur la Méditerranée en traversant la Libye. Et le Mali et le Niger, c'est plus intéressant qu'il aille vers l'Atlantique. À condition de sacrifier le statut de la nation la plus favorisée de l'OMC au profit du droit d'accès à la mer et à l'océan. Pourquoi? Parce que voici le monstre. Je ne m'attendais pas à le trouver. Voici le monstre. Ça, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer, qui prévoient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral, en raison de leur situation géographique, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Tchad, particulièrement, sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Donc maintenant, quand on essaie de régler une question, quand on essaie de bénéficier des avantages du libre-échange, on bute sur un autre droit international. Et pourtant, ils sont tous déposés à l'ONU, hein, auprès du au secrétaire général de l'ONU. Voilà, donc ça c'est un obstacle politique qui doit être levé. Et une nouvelle monnaie. À quoi va servir cette nouvelle monnaie? Pour le commerce international dans les pays d'Afrique du Nord et du Sahel, partageant l'identité, la culture et l'anthropologie amazigh. Découpler des monnaies nationales. C'est-à-dire, on va créer une nouvelle monnaie qui n'a rien à voir avec les monnaies nationales. Pour respecter la souveraineté de chaque État et préserver son caractère régalien. Ancré sur l'air et l'empreinte écologique. Je dis, hein, une monnaie ancrée sur l'air que nous respirons et l'empreinte écologique, c'est-à-dire ce que nous faisons sur la Terre. Elle est indispensable. Ainsi, mes enseignants et professeurs voyaient ça, ils vont dire, Chérif, tu es en train de faire de la prière dans une synagogue, mosquée ou bien église, là, hein, parce que là, ça ne marche pas, là, hein. Ça c'est l'implantation. Tous les citoyens sont actionnaires et parties prenantes. C'est-à-dire, vous, monsieur, madame, etc., vous détériorez l'air, vous détériorez la terre, vous aurez une empreinte écologique et une qualité de l'air moindre. Les banques centrales seront socialisées. Aucun État ne sera exclu parce qu'un État sans air n'est plus un. Actuellement, la réserve, du moins l'étalon le plus utilisé, c'est l'or. Et si un pays n'a pas d'or, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, l'Algérie a de l'or. À Tamanrasset, elle puise. Du côté de Béjaïa, oui. À Garadjebilet à l'ouest, elle puise. Et le jour où on n'aura plus d'or, on n'aura plus de monnaie ou quoi?
Il n'y a plus de réserve d'or ni de TS à négocier au FMI. Elle sera universelle, parce que l'air est un bien public universel. Elle va s'aérer ou s'asphyxier par l'empreinte écologique. J'ai mis entre parenthèses apprécier et déprécier. Mon professeur qui est ici va le comprendre aisément, parce que ces mots n'ont plus le même sens dans ce cas. Le pollueur sera le payeur. Surévaluation de sa monnaie pour pénaliser ses exportations. Et là, tous les mécanismes, le MDP c'est le mécanisme de développement propre, le MOC c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre conjointe, ce sont des protocoles qui sont, ce sont des procédures qui sont prévues dans le protocole de Kyoto. Les réserves naturelles seront les garanties des États. Sauf qu'elle est conditionnée par la sortie du Mali, du Niger et du Tchad de la zone CFA. Est-ce que la France va les laisser se libérer? Donc en conclusion, je pense avoir réussi modestement à montrer que les impacts de Tamazight sur l'économie en Algérie et en Afrique du Nord et dans la région du Sahel ne seront que positifs. Je pense avoir démontré aussi que la logique qui dit que nous allons former les enfants à Tamazight ne tient plus la route. C'est-à-dire qu'il est préférable de former d'abord les médecins, les magistrats à Tamazight parce que les gains seront immédiats et ensuite aller vers les enfants. Maintenant, on parle de la réforme de l'éducation nationale en Algérie. Réformer pour réformer, ça n'a aucun sens. S'ils ne l'allongent pas d'une année à 2 années, c'est du n'importe quoi. En termes économiques, hein. Je dis c'est en termes économiques. Tout ce qu'ils feront va produire des résultats négatifs. Hein. Il ne sera pas voué à l'échec, parce qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Quand on forme un élève, on le forme. Maintenant, est-ce qu'il est bon ou pas bon, ça c'est une autre histoire. Et je pense, ça, je suis désolé, ça fait peut-être un peu politique, je pense que l'Algérie et l'Afrique ont besoin d'une nouvelle génération en économie. Algerian New Generation in Economics and African New Generation in Economics. Par l'abréviation, ça. Et je vous remercie et j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Bonjour. Oh oui, bonjour, excusez-moi. Juste pour savoir une chose, en fait, vous avez parlé des gains qu'on pourrait faire par rapport à l'autre Tamazight. Ouais. J'aimerais juste comparer ça par rapport à la standardisation de la langue française dans toute la France, qui a duré plus de 200 ans. Si je compare par exemple des Bretons et des Alsaciens, ils ont mis genre entre 150 et 200 ans pour pouvoir tous parler français, alors qu'à la base le français c'était vraiment Paris, les Jacobins, centralisé. Alors franchement, je pense que c'est bien. Déjà, Tamazight n'est pas standardisé, c'est-à-dire que si vous prenez les Kabyles ou les gens qui sont à Tlemcen ou qui parlent berbère, ou les gens qui sont à Tipaza qui parlent berbère, ou ceux qui sont dans le sud, c'est pas le même berbère. Alors là, avec le Maroc et tous les autres pays, le Niger et tout, donc combien de temps ça pourrait prendre pour vraiment standardiser cette langue et en faire une langue? Et il y a aussi le côté politique, par exemple, il y aura des conflits, parce qu'on prendra plus le mot que les Kabyles vont... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prendra vraiment beaucoup de temps, mais c'est vraiment à long terme. C'est peut-être des gains qu'on pourra faire, mais à long terme. Et la deuxième question, c'est juste pour savoir une chose, mais c'est vraiment concernant l'Algérie. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin de ça? Je respecte le travail que vous faites, mais vous vous dites qu'on va aller chercher de l'argent là et puis tout, mais je pense que l'Algérie est quand même très riche, Christian. Et vous avez même dit que le pétrole, il y en a encore pour je sais pas combien, mais est-ce que c'est vraiment efficace d'aller chercher de l'argent dans le... je sais pas, je trouve vraiment que c'est vraiment un travail longue haleine qui va prendre beaucoup de temps et pour moi c'est techniquement pas faisable. Ah, ok. Pour moi c'est difficile de standardiser cette langue. Et donc, déjà que ça se transmet de façon orale, c'est pas écrit, c'est une langue qui se transmet vraiment de façon orale et les gens ne sont pas habitués à l'écrire et ça va prendre peut-être 3 ou 4 générations ou je sais pas, peut-être... Ouais. La première partie de la question de la standardisation. Ouais. Premièrement, je pense l'avoir dit ou pas, je ne me souviens pas. Tamazight est standardisé. Elle fait partie de la famille des langues samito-chémétiques, standardisées par l'UNESCO. C'est ISO
97-21. Ils ont 97-21. Sur le terrain. Sur le terrain, monsieur. Sur le terrain. Première réponse. Des langues ont disparu, elles ont rené rapidement. Par exemple, la Lettonie. Les Lettons, pourquoi pas le letton? Ça a disparu. Avant, c'est parler russe. Ça, c'est le letton. Les langues renaissent rapidement. Ça, c'est le premier. Deuxième, des travaux ont été déjà faits. Personnellement, ça fait 4 ou 5 ans depuis que je n'ai pas lu de la littérature. Mais avant de venir au Canada, ben, je faisais un malin plaisir à lire en kabyle. Bien kabyle. Ouais, je lisais je lis en kabyle. C'est-à-dire, quand moi, c'est mon patois, c'est mon parler local, je lis le kabyle. J'ai dit, je lis en kabyle. Parce que quand je lis un texte, je lis en kabyle. Maintenant, il n'y a pas de problème. En 1976, Mohamed Haroun a été détenu. Vous savez qu'est-ce qu'il a produit en prison? Des démonstrations de mathématiques en Tanazir. Je les ai vues. 2. Monsieur, quand on peut créer une émulation dans un peuple, si on veut utiliser la langue comme un facteur de paix, comme un facteur de développement, monsieur, it's very easy. Avant de parler anglais, ben là, je parlais kabyle, arabe, français. Je suis allé au CEM. On m'a mis pendant, on va dire, 3 mois, j'ai commencé à baragouiner, hello, good morning, how are you, fine, thanks, etc. Je suis venu au Canada, ben, je me suis mis pendant 2 mois, ici même, dans cette salle de pont. As long as I think, even if I'm not very fluent in speaking English, I think that I'm mastering. Donc ça, c'est la première. Deuxième. 3. Actuellement, Tamazir est un enseignement facultatif en Algérie. Il suffit de faire une correction, monsieur. On ne demande pas, je vais paraphraser John Stuart Mill, philosophe. On ne demande pas à un peuple s'il veut enseigner, parce que les objectifs de l'État peuvent différer de chacun de nous, de chaque individu. Monsieur, je te prends, tu veux étudier dans l'école publique algérienne, très bien. Dans l'école publique algérienne comme dans l'école publique canadienne, monsieur, tu vas étudier l'arabe, le français, l'anglais, le mazir, l'espagnol, le chinois, le pipil. Tu vas le faire en 2, 3 langues, tu vas faire les mathématiques dans la langue que tu veux, comme on le fait ici. Si au Canada, vous pouvez demander à subir un examen de mathématiques en français ou en anglais. Monsieur, oui, je suis plus à l'aise en anglais, ben, je préfère faire l'examen en anglais. Pourtant, c'est le même examen. Hein. C'est peut-être les 2 ou 3 enseignants qui se sont coordonnés entre eux. Voici le texte en français, voici la traduction en anglais, ceux qui veulent composer en anglais, etc. Maintenant, si on commence par la décision politique sur laquelle je ne vais pas parler, hein. Politique, je parle. Si la volonté populaire et la décision politique qui viennent imposent, comme ils nous ont imposé, comme ils nous imposent au sens banal du terme, hein, imposé, hein, c'est-à-dire pas de la force, hein, imposé, monsieur, quand j'étais à l'école, ben, j'ai commencé à lire et étudier l'arabe. Est-ce que j'étais arabe? Non, j'étais pas arabe, j'étais kabyle. Mais j'ai étudié l'arabe. Monsieur, vous allez étudier Tamazir maintenant. Est-ce qu'elle a une graphique? Oui. Est-ce qu'elle a des mots? Oui. Est-ce qu'il y aura des problèmes d'argot, etc., etc.? Il y aura des problèmes d'argot. Pour l'argent, aspect financier. Je pense, monsieur, je n'ai pas voulu aller dans les détails des chiffres, parce que ce n'est pas une étude financière que je fais. Je pense qu'avec les 79 587 756 $, je vous donne une piste en quoi je peux gagner énormément d'argent, hein, c'est-à-dire que je peux faire des économies. Si je commençais à chercher toutes les économies qu'il y a, tu as. C'est des gains que je peux faire en 2 mois, en 2 ans, 3 ans. Tu as. En 2 ans, 3 ans. Parce que vous avez vu ici, là où il y a des chiffres, voilà, 1 728 000 $. Sur cette traduction,
Je peux la faire pour 200, 250 000 $. Facilement. Du moins, 200, 250 000 $. J'utilise les technologies de l'information, je lance un projet Internet en open source, en software as a service, en cloud computing, en projet coopératif comme Wikipédia. Monsieur, voici, nous avons 10 000 articles de loi à traduire. Je demande à 5 000 étudiants, traduisez-moi 2 articles par personne. Je le saurai en une semaine. C'est-à-dire, je ne vais pas dépenser ça. J'ai fait exprès d'exagérer les dépenses pour dire qu'on va les économiser. En un mois, je vais faire cette traduction. En un mois. Ensuite, quand je ferai cette traduction, c'est clair que je vais faire appel à des mathématiciens et des statisticiens. Parce que sans les mathématiciens et les statisticiens ici, ben, tout ce que vous allez faire ne servira à rien. Pourquoi les mathématiciens et les statisticiens? C'est pour construire des modèles d'inférence, c'est-à-dire quelles sont les lois qui se contredisent. Vous donnez, ça fait, on va dire, un mois, 5 semaines, 3 semaines. L'Algérie a payé 4 milliards de $ à la CCI, à la Chambre de commerce internationale de Paris. Quoi? C'est des amendes. À cause des contrats mal écrits. J'ai renseigné au Conseil d'État, en Algérie. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction qui fait de la jurisprudence. J'ai renseigné des magistrats. Je les ai renseignés, pas le droit, hein, j'ai fait de l'informatique. Qu'est-ce que je dois enseigner? La réseautique, la bureautique, Word, Excel, PowerPoint. Il y avait un petit truc, un autre logiciel que je l'ai appris. Ah, c'était Firevoice. Qu'est-ce qu'il faisait? Monsieur, voici un conflit, une affaire de justice qui arrive de mon village, Bougelé. Il arrive au Conseil d'État. Ils ne savent plus quoi faire. Le plaignant amène 1 tonne de documents. L'investisseur amène 1,5 tonne, avec des avocats qui payent peut-être à 100 millions par mandat, par mois. Hein. Ils prennent. Le plaignant a raison. L'investisseur a raison. C'est-à-dire qu'ils ont produit des documents valables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent le dossier. Parce que ils ont, pour le plaignant, le paysan a utilisé le droit coutumier, des témoignages, des attestations, etc. Et pour le, comme j'ai dit tout à l'heure, l'investisseur a utilisé des documents du cadastre. C'est de conflit de loi. Quand j'enseignais au Conseil d'État, donc vous avez 10, 12 magistrats qui travaillent sur un sujet. Un magistrat traite une partie, il met son document à la disposition d'un autre magistrat. Ça prenait beaucoup de temps, ça mettait 2 ans, 3 ans pour circuler. Donc, en réseau, avec, monsieur, voilà comment est-ce que vous allez faire dans le réseau, tu fais tes observations sur ton document, les lois, etc. etc. L'autre magistrat y accède, il fait, il supprime, il ajoute, etc. Et ils, au lieu de faire traîner une affaire 5 ans, 6 ans, ils la font traîner en 1 année et demie. Voilà, parce que j'avais des relations. C'est-à-dire, dans le cadre de mon travail, j'étais obligé d'échanger avec les magistrats de la Cour suprême. Monsieur, est-ce que ça avance? Oui. Et gagner 3 ans. 2 ans à 3 années de délai. Vous savez qu'est-ce que c'est que 2 années, 3 années de délai, monsieur? Imaginez, monsieur, madame, qui fait un investissement à Oran. Au lieu de réaliser son investissement en 2016, avec des questions de conflit liées au foncier, elle va le faire en 2020. De 2016 à 2020, elle va priver 1000 personnes, peut-être 1000 personnes en emploi direct et indirect, de gagner leur vie, de développer la région, etc. Donc, monsieur, les économies, on peut en faire des économies. Les économies peuvent, il y a des économies qu'on pourra faire à court terme, il y a des économies qu'on pourra faire à moyen terme. Donc, monsieur, et quand on forme, monsieur, quand on forme, vous êtes ici, vous avez, avant d'être ici, vous avez été formé, monsieur. Celui qui a payé pour vous, ou bien vous-même, si vous avez payé pour vous, ben, vous savez, peut-être que vous ne saviez pas que vous allez être à la salle 3225 de l'Université de Montréal. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, madame. Vous ne voulez pas parler de politique? Pas du tout. Pas du tout, mais je pense que la politique est en grande partie responsable de la perte de l'identité, de la culture et de la langue tamazight. Mais par la suite, vous parlez de volonté populaire pour faire en sorte que la langue soit standardisée. Vous venez de le dire. Volonté populaire? Oui. J'ai dit standardisé avec l'ISO 24, 21, 27. Vous avez dit que pour que la langue soit standardisée, il faut qu'il y ait une volonté populaire. Ah oui, que... ah oui, oui. Ok, mais qui dit que
justement la volonté populaire veut que cette langue soit standardisée, en dehors des régions berbérophones d'Algérie ou d'autres pays comme le Maroc. Désolé peut-être pour le mot populaire. Quand je dis populaire, bon, c'est un terme naturel chez moi, mais on va dire plutôt société civile. La société civile, c'est-à-dire c'est toute la communauté, ce sont toutes les communautés épistémiques et scientifiques. Quand elles sont là avec des incitatifs économiques, financiers, monsieur, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous produire un travail de recherche sur ça, ça et ça et ça, s'il est publicisé, là, ça va fonctionner très bien. Ça va fonctionner très très bien. Ensuite, la facilité, madame, il y a, c'est dans nos instincts, dans nos instincts économiques. Hein. Madame, même si je ne suis pas un spécialiste de Tamazight, ça ne m'a pas empêché de travailler sur ça. Est-ce que je peux le traduire? Oui, avec la complicité de certains amis, je vais le traduire en Tamazight. Je vais le baragouiner, je vais baragouiner peut-être les mots, mais je vais le traduire. Donc, quand je dis la volonté populaire, madame, c'est au sens économique du terme. Hein. C'est-à-dire, quand on veut y aller, on veut y aller. C'est-à-dire, quand il y a du gain économique au bout, il y a du gain économique. Pour la volonté populaire au sens politique du terme, madame, on est le 15, 16, 17, 18. Ben, vous connaissez mon nom, c'est Chérif Aïsat. Donc le 18 et le 19, vous jetez un coup d'œil un petit peu sur la presse, vous allez voir ma volonté populaire au sens. Après les élections. Non, pas après les élections, c'est déjà fait. Voilà. Mais le problème, d'abord, ça serait pas plus la reconnaissance de l'identité? Madame, bon, je vais le dire autrement. Madame, personnellement, je ne demanderai jamais à ce qu'on reconnaisse mon identité. Je ne demanderai jamais, parce que je sais ce que je suis. Certes. Donc, je préfère arrêter là. Mais des gens le sont, mais ils ne le savent pas. Ils vont l'apprendre en lecture. Ils vont l'apprendre. Ils sont berbères, mais ils ne le savent pas. Ouais, moi, je ne vais pas les problèmes de régionalisme en Algérie font en sorte que cette thématique est d'autant plus difficile à développer. Merci pour la question, madame. Super, merci. Je remercie un de nos professeurs de HPE, Histoire de la pensée économique, c'est le professeur agrégé Petrovic. C'est lui qui m'a envoyé ce document. Je cite Philip von Paris, Linguistic Justice for Europe and the World. Je le cite. Language quarrels often seem trivial to those incensed by social injustice, but failing to handle them adequately can seriously impair the pursuit of social justice. Point. Language quarrels, les querelles, les bagarres liées au langage, apparaissent souvent triviales pour ceux qui sont révoltés par les inégalités. But failing to handle them, c'est-à-dire si nous ne réussissons pas à les prendre en charge adéquatement, elles peuvent altérer sérieusement la recherche de la justice sociale. Madame, si on reste dans l'expectative, Philippe von Paris est professeur dans l'une des universités de Bruxelles. Si nous restons dans l'expectative, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura du racisme, est-ce qu'il y aura du rejet, est-ce qu'il y aura des querelles? Ah, c'est certain. Bon, ben, les querelles, madame, encore une fois, le mérite d'une querelle, c'est d'exister. Et le double mérite, c'est de lui trouver une solution. Maintenant, si on ne trouve pas une solution, ben, ça va finir là où ça doit finir. Bien sûr, je souhaite que ça finisse en paix, dans mon cas. S'il y a d'autres questions? Yes. Est-ce qu'il y a un travail de votre part concernant l'histoire des peuples au niveau de l'Afrique du Nord? Personnellement? Oui, voilà. Ah non. Parce que quand on regarde la carte du monde des années 1700 et tout, on voit que l'Afrique du Nord c'est barbarien. Ah. Voilà, donc au niveau des sources, surtout anglophones, on trouve que c'est barbarien et qu'il y a un vécu dans cette région. Et que ne voyez-vous pas qu'avant de parler de la langue, on parlait du peuple, c'est-à-dire du vécu du peuple, de différentes étapes au niveau de l'histoire.
Personnellement... Aussi à l'international, qu'est-ce qu'il y a eu? Par exemple, à l'international, il y avait aux années 1700 20 000 esclaves britanniques, par exemple. Ouais. Il y avait un marché d'esclaves berbères, c'est connu dans l'histoire. Il y avait des empereurs romains d'origine berbère. Est-ce qu'il faut d'abord, ne voyez-vous pas, d'abord il faut d'abord se réconcilier avec l'histoire, créer une sorte de fierté d'appartenance qui fait que les gens soient plus attirés à apprendre cette civilisation, cette langue. Monsieur, je pense Voilà, il faut d'abord faire ce travail avant d'entamer. Monsieur, je pense que je n'ai pas de moyens, je ne peux pas faire de la prévarication. Voilà, Ce que je suis... juste parce qu'il y avait la colonisation française qui a fait qu'il y avait beaucoup de sites historiques qui ont été détruits. Donc, ce que je peux voilà, faire... il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, donc on ne peut pas vraiment répertorier tout ça. Il y a beaucoup, je dirais pas beaucoup, pas peu, je ne peux pas les quantifier. Mais il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'histoire. Tenant modestement, j'ai essayé de présenter un tout petit travail en économie que j'ai fait en parallèle, mais je sais que j'ai des amis, je n'ai pas cité leur nom, qui travaillent dans ce domaine plus longtemps. Maintenant, s'ils ne sont pas publiés, monsieur, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de ma faute. Si nous n'avons pas suffisamment de livres scientifiques, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je vais aller faire de la science? Moi, je ne sais pas faire de la science. Maintenant, dernière information, j'avais voulu citer Madame Saliha Iguismaïl. J'avais voulu la citer. Ben, c'est l'épouse d'un ami à moi. Mais elle est botaniste de formation. Elle a fait un travail en Tamazight sur la botanique. J'ai trouvé des documents de ces conférences sur le web, mais c'était des documents que je ne pouvais pas utiliser dans un cadre universitaire parce qu'ils n'étaient pas référencés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de Digital Object Identifier. Je ne pouvais pas les citer dans un travail à l'université. Elle a fait un travail de titan. En termes, j'ai évité de parler de l'économie de la connaissance qui pourrait être issue, tirée de Tamazight, parce que je n'avais pas ce document, je n'avais pas suffisamment de documents. Je connais les personnes, qui ont fait ça, mais je n'ai pas pu les contacter encore, monsieur. Là, à l'Université de Montréal, quand on est en première session avec 5 cours, deuxième session avec 5 cours, et pouvoir faire ça, monsieur, ça use. Ça use. J'ai dit que c'est un travail très modeste. La seule chose peut-être qui m'a fait vraiment peur, c'est d'aller sur le sujet de la monnaie. Et je l'ai fait. Proposer une monnaie indexée sur l'air et l'empreinte écologique, je l'ai fait. Et monsieur, je dois vous avouer que j'ai tremblé quand j'ai essayé de bouger le modèle de coupe Douglas. KLN avec alpha beta gamma. Monsieur, pour celui qui va résoudre l'équation, je lui souhaite du bon courage. Hein. Voilà. Il doit sauter très haut. Il doit sauter très haut en mathématiques pour qu'il résolve ça. Jour après jour, on fait des découvertes qui font que vraiment il y a beaucoup de travail à faire, du travail. Par exemple, vous avez parlé des mathématiques et les chiffres qu'on a maintenant, on dit que c'est des chiffres arabes, alors que dans la région, en Arabie Saoudite ou dans d'autres régions arabophones, on utilise les chiffres indiens. Or qu'en réalité, par exemple, c'est le savant italien Fibonacci qui a standardisé ça. Et il a fait ses études à Béjaï, c'est là-bas qu'il a fait ces chiffres-là. Donc, ce n'est qu'un simple exemple. Écrivez-le, monsieur, publiez-le. C'est ce que je vous recommande. Je vous le dis avec sincèrement. Je sais qu'il y a. Par exemple, c'est que le défaut de nous, Algériens, on regarde souvent les sources francophones. Donc il faut vraiment chercher avec. Personnellement, depuis que je suis au Canada, c'est plutôt anglophone. Depuis que je suis venu au Canada, oui, monsieur. Vous avez proposé donc une analyse normative, c'est-à-dire que vous n'analysez pas ce qui est présentement le cas, mais ce qui pourrait être le cas si jamais vos propositions sont prises en compte. Oui. J'aimerais juste savoir comment vous pouvez mesurer la recevabilité de votre message. Vous avez dit que vous étiez un enseignant.
professeur, c'est-à-dire dans les hautes juridictions de l'État? Ah non, pardon, je dois être précis, hein, Je suis informaticien de formation. Oui, à côté journaliste, j'ai fait des vacations en informatique au Conseil d'État. Hein. Je ne suis pas un magistrat. Hein. Oui, je sais, vous êtes quand même professeur, vous connaissez un peu les cercles voilà, du pouvoir et tout. Comment vous pouvez juger, ou jauger plutôt, la recevabilité de votre message? C'est-à-dire politiquement parlant. Je sais que vous ne voulez pas qu'on parle de politique. Oui. C'est-à-dire, ce serait quoi la valeur de votre travail finalement, à l'échelle algérienne? Monsieur, je pense que... Plus de temps. Si j'avais un peu plus de temps, oui, je le dis, hein, je suis fatigué, physiquement, je suis vidé avec ça. Je suis vidé. Monsieur, ce chiffre de 79 millions de dollars, je peux le multiplier facilement par 100 immédiatement. Je peux le multiplier immédiatement par 100. Parce que ça, c'est des estimations qu'on appelle par valeur basse. Quand j'ai parlé de la monnaie dans le sud algérien, du moins, de l'investissement dans le sud algérien, si on commence dès maintenant à valoriser les ressources naturelles que nous avons en Algérie et au nord du Mali, au Niger, c'est valable pour tous les pays africains, excepté probablement l'Afrique du Sud. Si on commençait à les valoriser au coût de reproduction, monsieur, on risque de ne plus savoir quoi faire avec l'argent. Au coût de reproduction et non pas au coût de production. Parce qu'actuellement, l'enjeu mondial, ce ne sont pas les coûts de production, ce sont les coûts de reproduction. L'autre enjeu, bien sûr, je l'ai dit, je ne sais pas si j'ai utilisé le bon mot, j'ai dit que la politique monétaire de l'Algérie est dangereuse. Donc je ne peux pas y aller plus loin que ça. Je sais que ce sont les lobbyistes pour les gaz de schiste qui font ça, mais je ne peux pas y aller plus loin. Je vous ai montré une petite mention dollars internationaux constants de 2005. Si on commençait à analyser ça, monsieur, vous allez trouver les économies à 79 millions de dollars, 790. Vous allez facilement par 20, multiplier par 20, par 25 ce montant-là, hein, en termes d'économie que nous pourrons faire. Ça, ce sont les chiffres financiers que je peux manipuler sans gêne. Pour le reste, monsieur, j'ai pas envie d'en rajouter actuellement à mon pays. Je suis parti une seule fois en Algérie. Je suis parti en février passé. Parce que c'était bon. Oui, la nostalgie, oui, c'était bon parce que bon, je voulais voir tout le monde. Mais quand j'ai vu l'inflation à 3 chiffres, je ne pouvais plus. Là. C'était à 100%, 120%, l'inflation, là. Je me dis, comment vous faites là, hein? C'était pas possible, là. Quand on entend parler de dépréciation, d'évaluation, et on joue sur les mots en Algérie, il y a de quoi devenir dingue, là. Hein? Il y a de quoi devenir dingue. Hein? Quand on voit la masse monétaire qui circule en Algérie, on ne sait plus. On a l'impression que c'est les États-Unis d'Amérique qui fabriquent du dinar pour moi, là, pour nous, hein, pas pour moi. Je vais vous avertir qu'il reste une question. Après, ça va être long. J'ai pas de question. C'est juste un commentaire. Parce que vous avez présenté un peu, en fait ça va un peu avec mon camarade. Ici, vous avez parlé de l'effet de la langue qu'elle pourrait avoir, par exemple, pour les magistrats. Mais le problème, ça pourrait être aussi une autre étude économique, c'est de savoir comment la compréhension plutôt de la langue peut s'appliquer pour quelqu'un d'âgé à l'opposé de quelqu'un de jeune. Parce que moi, je pense plutôt que d'appliquer ça à des personnes qui travaillent déjà ou qui sont déjà âgées et qui n'auront pas forcément la volonté d'apprendre une autre langue, c'est beaucoup plus difficile que d'apprendre la langue à quelqu'un de jeune qui ne sait pas encore comment le monde se déroule et qu'on peut facilement façonner à sa manière. Et ça peut changer quelque chose ou une culture sociétale, parce que cette culture sociétale, ça ne se change pas brusquement comme ça, mais ça prend encore des décennies. Décennies, ça c'est si on est optimiste, mais ça prend vraiment du temps. Donc je ne pense pas que la langue directement peut avoir un effet économique sur juste le cas du magistrat, parce qu'on ne sait pas, il y a des faits justement intangibles, comme
la volonté d'apprendre la langue, la volonté, même si vous ne voulez pas rajouter politique, mais la volonté politique d'appliquer cette langue-là dans la traduction des textes pour les magistrats. Et je pense que ça, c'est des problèmes, peut-être que vous n'avez pas rajouté dans votre étude, mais qui vont exister et qui ne pourront pas laisser l'application, cette conclusion qui voudrait qu'il y ait un impact de la langue amazigh direct sur l'économie. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se produire, mais qui se produirait à long terme et pas à court terme. Pour le premier élément de ton commentaire, Abdou, il s'agit sur l'âge des personnes, ce qu'on a, les enfants, on va dire, les jeunes, ont plus d'aptitude à apprendre une langue que les vieux. Je répondrai simplement par l'histoire de l'arbre à palabres, par le cher Anta Diop, professeur de philosophie à la semaine. Je pense que c'est l'archétype du philosophe qui aime écouter les vieux. En Algérie, Mouloud Mamri a fait ça. Aller écouter un vieux, il ne veut pas apprendre le tamazight, il veut rester dans l'arabe, ou bien dans le kabyle, ou bien dans le chaoui, ou bien dans le patois local. Il faut le respecter. C'est-à-dire, il faut le laisser. Il reste 10-15 ans à vie. Monsieur, c'est super. Allez, raconte-nous ta vie. La certitude, c'est que chaque vivant, il va utiliser un mot du terroir, c'est-à-dire un mot des racines, un mot de l'atavisme. Ça, c'est pour la première. Deuxième, sur le cas, par exemple, des magistrats. Dans le cas de l'Algérie, et même dans certains pays, je n'ai pas voulu aller trop dans le détail, c'est juste une présentation. Quand un magistrat siège, magistrat assis ou debout, juge, c'est certain, dans un pays, que ce soit le Sénégal, l'Algérie ou le Maroc, etc., il parle au moins une langue. L'arabe, le français. Au moins une. L'arabe, souvent deux langues, l'arabe et le français. En Algérie, c'est valable pour le Maroc et d'autres pays, tous les magistrats parlent un peu le français, un peu. Les vieux, oui. Les nouveaux parlent l'arabe. Ils parlent soit un patois local arabophone, ou bien un patois local amazirophone. C'est-à-dire, je connais des magistrats amazirs, je connais des magistrats arabes. Je connais. Donc, pour les former, monsieur, ça ne demande pas 3 ans. On rédige un recueil de terminologie, monsieur, voici la loi. Et encore, il y a une loi qui dit que si tu te trompes, que si tu condamnes injustement un justiciable à de la peine privative de liberté à cause de la langue, monsieur, tu vas trinquer au toi aussi. Ça, c'est pour le côté magistrat. Donc, en Algérie, il y a des magistrats qui parlent tamazight, il y a des magistrats qui parlent l'arabe. Donc, les magistrats qui parlent tamazight pourraient apprendre aux magistrats qui parlent l'arabe. Monsieur, tu apprends, sinon tu es coupé, comme on dit ici, là. Pour les langues, je n'ai pas parlé de cet exemple pour gagner du temps. Puis là, regardez, Niger, j'ai des chiffres, je dois les donner. Je dois les donner, ils sont là. Des chiffres normalement de 2012, pardon. Des chiffres de 2012 de l'université de Sherbrooke, ici au Canada. Le Niger compte 17 millions d'habitants, j'arrondis. Le Burkina Faso, 16 millions d'habitants. Alors les deux, ils font 33 millions, l'Algérie fait 38 millions. Au Niger et au Burkina, regardez, je passe. Le Niger, 10 national languages. 5 of the 10 national languages have not yet been used in formal education. The test phase is estimated to cost about $4 million. And the mentioning phase will cost something, $100. Ça, c'est au Niger. 10 langues nationales, ils veulent enseigner 10 langues nationales. Donc la volonté politique existe au Niger. Maintenant, si elle existe au Niger, elle peut exister dans les autres pays. Pour 10 langues nationales, pas pour une langue. Hein. Là, on parle. En Algérie, il y a le français, l'arabe, l'anglais, l'allemand, je présume. Ce n'est pas des langues officielles, hein, du moins d'enseignement. Tu as mesure que les gens sont libres volontairement, libres ou pas libres. Rajoutez une langue. Ça ne va pas coûter autant. Hein. Ça ne va pas coûter autant. Donc, si je veux faire dans la péréquation,
j'ai surestimé les dépenses. Pour le Burkina Faso, Tamashart, qui est un dialecte du sud, dérivé de Tamazir, le Burkina Faso, commission, etc., je passe sur ça, je viens directement à là. 8 national languages plus French. C'est-à-dire, on a commencé par les 8 langues nationales du Burkina, plus le français. C'est-à-dire, on n'a pas commencé par le français plus 8 langues nationales. Ça, c'est le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les généraliser, du moins, voilà, les enseigner in 70 primary and 150 primary and 45 secondary schools. Ça va coûter 9,5 millions de dollars. Ça, c'est le Burkina Faso. Sur l'Algérie, actuellement, elle va prendre, je vais dire, nous avons l'habitude des milliards de dollars, là. On va prendre 3 milliards de dollars. On va les mettre ici, en faisant appel à la communauté expatriée, monsieur. Ben, je pense, moi, personnellement, je suis optimiste, rationnellement optimiste, d'un point de vue économique, rationnellement optimiste que la retombée sera bonne. Parce qu'il y aura des transferts des résidents à l'étranger qui vont gonfler, il y aura un regain de dynamisme économique. Le regain de dynamisme économique, c'est pas dans le sens politique que je le dis dans le sens strictement économique. C'est-à-dire quand on sent qu'il y a de l'argent à gagner dans un pays, on y va, même s'il est en guerre. Quand il y a de l'argent à gagner, ceux qui ne développent pas d'aversion au risque, ils y vont, hein, ils y vont. Hein. Maintenant qu'ils le gagnent en contrebande, ou bien en trafic, ou bien en langue, il va y aller, hein, il va y aller. Je ne sais pas d'où si j'ai assez convaincu avec les deux exemples du Niger et du Burkina Faso. Une information additionnelle, je n'ai pas la note de texte. Le Congo, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, ils ont développé des mécanismes de comptabilisation de l'économie informelle le long des frontières. Le long des frontières, faites ce que vous voulez avec l'économie informelle, faites ce que vous voulez, faites-le dans les patois locaux, dans les dialectes locaux, l'essentiel, arrêtez la guerre. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Tu dois savoir qu'on parle, ce qui se passe au Congo, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est comme ça qu'elle est appelée dans le domaine des relations internationales. Je pense... Voilà. On